Alors maintenant, ben, si vous voulez, on parle de psychomotricité, parce que nous, en fait, on connaît que ça. Alors l'historique, évidemment, on est peu connu parce qu'on ne fait pas beaucoup de bruit. Pourtant, on est agité en général, on bouge, hein, on aime bouger. Après, je suis debout et je m'exprime avec mon corps. Alors, mais bon, l'origine de la psychomotricité, c'est M. Dupré. Hein, je crois que c'est en 1911 qu'il a commencé à décrire un syndrome qui lui paraissait tout à fait bizarre. Alors, à l'époque, les termes cliniques étaient un peu curieux. Et il appelait ça la débilité motrice. Bon, c'est sans doute un peu maladroit, mais il faut resituer ça avec l'époque. Et alors, ce terme de débilité, évidemment, fait penser à un trouble vraiment important, hein, au niveau de l'intelligence. Mais il ne s'agit pas de ça du tout. Hein. Il a parlé vraiment d'enfants qui avaient ce qu'on appelle des paratonies ou des syncinésies. Enfin, ce sont des termes techniques, mais c'est des difficultés soit à maîtriser les coordinations, les associations de mouvements, soit à relâcher une partie du corps pendant que l'autre est au travail. Et donc, il a appelé ça les débiles moteurs. Hein. Donc, c'est à l'origine vraiment des recherches. On a attendu 1947 pour que Julián de Arriaga, qui est un espagnol, dans son manuel de psychiatrie de l'enfant, a vraiment défini ce que c'était les concepts psychomoteurs. Donc pour nous, c'est peut-être lui vraiment le créateur de ces concepts-là. En 1974, ben, il y a eu une création du diplôme d'État. Vous voyez que la profession est relativement jeune. Je me suis inscrit tout de suite, moi, en 1974. Et puis en 80, c'était ça ou faire kinésithérapeute. Hein. Et en 95, on a eu le titre d'auxiliaire de la médecine. J'insiste bien, nous sommes des paramédicaux. Au même titre que, bon, ben, par exemple, les kinésithérapeutes ou les orthophonistes ou les ergothérapeutes ou les orthoptistes ou je sais plus quoi. Voilà. Donc ça c'est pour l'historique. Alors c'est vrai que le cadre est important parce que nous ne sommes pas issus de la faculté de psychologie, par exemple, même si par ailleurs nous faisons souvent des études parallèles ou bien des cheminements propres, hein, par rapport à nos pratiques. Mais nous sommes issus vraiment des écoles de psychomotricité qui sont souvent dans les cadres de facultés de médecine. Alors qu'est-ce que c'est la psychomotricité? Voici à peu près ce qu'on peut dire. Hein. Donc c'est une thérapie à médiation corporelle. Alors quand on dit ça, on dit tout et rien. Hein, évidemment, le médiateur c'est le corps, mais souvent c'est l'objet au travers du corps. Hein, c'est-à-dire qu'on va utiliser des techniques, on va utiliser du matériel pour pouvoir travailler. C'est pas le corps direct, je te touche et je te guéris, hein, c'est pas ça. C'est vraiment l'intérêt par rapport au corps. Mais si vous voulez une définition plus simple de la psychomotricité, plus abordable, nous on va s'intéresser sans doute beaucoup plus aux gestes qui a valeur de communication, qui a valeur de relation à l'autre, plutôt qu'au mouvement, hein, qui est peut-être un domaine plus réservé à d'autres professionnels, les kinés, les ergos, je ne sais pas. Donc c'est vraiment dans le sens de la relation à l'autre et de la communication. Alors, c'est l'intégration des fonctions motrices et mentales, bien sûr, sous l'effet de l'éducation et du développement du système nerveux. Donc on apprend ça, évidemment, basé sur la relation corps-psyché. Avant, psychomotricité s'écrivait en deux mots, hein, psycho, trait d'union, motricité. Aujourd'hui, ça s'écrit en un seul mot, donc le concept est vraiment plus clair. Donc ça agit sur le corps pour établir les fonctions physiques, mentales et affectives entravées. Hein, donc c'est vraiment quelque chose qui est orienté dans ce champ-là. Hein. On ne va pas rééduquer le corps pour le corps, on va rééduquer le corps et rééduquer. Quand je dis rééduquer, c'est difficile. Hein, parce que comment peut-on rééduquer le corps? Je ne pense pas que ce soit possible. Hein. Je crois qu'au contraire, il faut le respecter. Donc on va essayer de rétablir des choses avec le soutien de la personne. Donc la spécificité, c'est considérer l'individu dans sa globalité, évidemment, corps, émotion, pensée et leurs différentes interactions. J'insiste bien sur les émotions, hein, dans le sens où, par exemple, vous avez un auteur très connu, hein, qui s'appelle Henri Vallon, qui a parlé du tonus et des émotions. Hein, le tonus, hein, on en parle
pas forcément par rapport à ovomaltine ou des choses comme ça, mais le tonus, c'est ce qui va soutenir tout ce qui est notre capacité à rentrer en relation. Évidemment, c'est les émotions. Hein. Donc aujourd'hui, on parle beaucoup plus qu'il y a certaines années de quotient émotionnel. Il y a des ouvrages qui sortent là-dessus, parce que le quotient intellectuel n'est sans doute pas suffisamment satisfaisant pour pouvoir donner un éclairage intéressant sur l'ensemble de la personnalité. Alors, mais si vous voulez arrêter pour critiquer ou poser des questions, n'hésitez pas aussi. Alors, la psychomotricité intervient directement sur le corps, bien sûr. C'est le lieu d'expression des sentiments, des émotions, des désirs, des échanges avec le monde extérieur. J'ai pas mis des besoins, j'ai mis des désirs, hein, pour vraiment passer sur un champ relationnel. Les besoins, bon, on est tous soumis à des besoins. Pour pouvoir que ces besoins se transforment en désirs, la plupart du temps, il faut passer par une certaine frustration. D'accord ? Par exemple, vous en avez assez de m'écouter, etc. Bon, ben, vous supportez encore ça, et puis peut-être en supportant ça, vous aurez le désir d'en comprendre mieux quelque chose. Mais bon, je dis ça comme ça, mais vous savez qu'un jeune enfant, quand par exemple il a faim, il va se mettre à crier parce qu'il a faim. Bon. On va essayer de répondre à son désir pour le satisfaire, la mère en particulier, donc on va lui donner le sein ou le biberon, et cet enfant va être repu, et puis il va comprendre ensuite que il va pouvoir passer d'une chose à l'autre, c'est-à-dire se mettre à pleurer, non pas parce qu'il a faim, mais parce qu'il a besoin de sa mère dans le contact chaleureux. Et là, par rapport à la fois à une certaine frustration, hein, qui va lui être imposée, attends, c'est pas prêt tout de suite, etc., va émerger le désir. Donc le désir est fondamental dans ce que nous faisons. Et évidemment, les échanges avec le monde extérieur. Alors le rôle, évidemment, c'est le dépistage diagnostique ou aide-diagnostique. Hein. Nous ne sommes bien que des paramédicaux. La prévention, c'est un champ tout à fait important aussi, puisque de plus en plus les psychomotriciens interviennent dans des champs de prévention, par exemple des crèches, des haltes-garderies, des choses comme ça. Et évidemment, rééducation ou thérapie. Je préfère personnellement le terme de thérapie et je laisse la rééducation aux gens qui vont rééduquer par exemple la musculature, des choses comme ça. Voilà le champ normal, hein, d'application de la psychomotricité. Donc ça c'est le champ qui a été défini, hein, par le ministère de la Santé. Retard du développement psychomoteur, disharmonie psychomotrice, troubles tonico-émotionnels, vous voyez que le tonus et les émotions, hein, sont bien liés. Maladresse motrice et gestuelle, ce qu'on appelle aussi les dyspraxies. Troubles de la graphomotricité à l'exclusion de la rééducation du langage écrit, nous sommes très clairs avec ça. Hein. On laisse ce champ-là à d'autres personnes. Troubles de la réalisation motrice, problème d'équilibre, de coordination de mouvement, de dissociation de mouvement. Troubles du tonus, raideur, crispation, hypotonie, hypertonie. Troubles d'intégration du schéma corporel. C'est quoi l'hypotonie et l'hypertonie? Vous avez un enfant? Oui. Le premier dialogue qui s'est instauré avec votre enfant, ça a été le dialogue tonique. C'est-à-dire quand votre enfant avait faim, quand votre enfant avait besoin de vous, etc., il était un peu dur comme ça, il était un peu tendu, et il vous appelait, hein, il faisait un appel tonique, émotionnel évidemment aussi. Et donc il se mettait en position d'hypertonie pour pouvoir communiquer. Et au contraire, quand il était repu, quand il était câliné, porté, choyé, nourri, etc., là il était tout mou, il était hypotonique. Donc il y avait un contraste entre ces deux états, hein, comportementaux, et ça faisait vraiment un dialogue. Hein. Vous saviez à ce moment-là que votre enfant était dans un état de demande ou au contraire dans un état de satisfaction. C'est de Ajoria Guerra qui a observé ça et qui a appelé ça le dialogue tonique, et je trouve ça tout à fait intéressant. Donc voilà les origines.